Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 125. Et donc c'est officiel, l'exercice que vous voyez ici, c'est très exactement le 250e que nous attaquons sur la chaîne si on cumule exo de colle et petits exos de colle et si on ne compte pas les autres exercices que je propose sur la chaîne avec les autres concepts. Car à mon avis, si on additionnait à ça les exercices que j'ai proposés dans les autres concepts, on doit vraiment pas être très loin des 300 exercices en fait. Mais bon, c'est pas ce que je veux. Pour moi, ce qui va former notre banque d'exercices pour les classes préparatoires, grandes écoles et bien plus, c'est ces exercices exo de colle et petits exo de colle. Et on est donc maintenant à 50 exercices près d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé en tout début de conception de cette chaîne, il y a 4 ans et quelques mois de ça par rapport à cette vidéo. Et donc, ça fait plaisir à voir. Je suis très content et je voulais vous partager un peu ces bonnes vibrations. Donc, merci encore, hein. Je sais, je suis vieux, je radote, mais quand même, merci encore pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez à la chaîne, que ce soit des gens qui suivent la chaîne depuis son début, voire même au fur et à mesure des années, qui m'ont vu quand même un peu grandir, et que ce soit des gens qui découvrent la chaîne que à l'instant. C'est toujours agréable d'avoir de nouvelles personnes qui suivent ou qui aimeraient en savoir un peu plus sur le contenu que je propose. Donc voilà, merci pour tout et pourvu que ça dure, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Pourvu que ça dure, vraiment, je suis très content de ce que cela m'a apporté, les échanges par mail, commentaires de la chaîne, ou voire même par vidéoconférence, ou même carrément en IRL. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir à voir, et puis on verra bien ce que l'avenir me réserve vis-à-vis de cette chaîne. Je sais plus ou moins ce que l'avenir peut me réserver un petit peu là pour quelques années, en tout cas jusqu'à 2 ans, puisque actuellement je suis en postdoc à Leeds pour 2 ans et demi quand même, donc ça laisse un champ libre de possibles très agréable, et savoir qu'on est quand même dans une situation très stable pour un bon moment, ça fait du bien. Bref, je ne vais pas rentrer dans davantage de détails, je sens que je commence à tergiverser, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, il faut que je garde tout ça pour le prochain numéro de l'examen qui sortira au mois de mai, on va croiser les doigts pour que cela arrive bien. Hein, et surtout que maintenant que je le dis dans cette vidéo, il y a intérêt à ce que cette vidéo sorte au mois de mai. Bref, voilà, c'est pour me forcer un petit peu pour que ça se fasse. On verra bien. Et puis voilà, écoutez, on va continuer notre aventure. Aujourd'hui, je vous propose donc ce nouveau numéro de Petit Exo de Colle qui va faire suite à un numéro d'interro surprise qui est sorti il y a très peu de temps, en fait la veille par rapport à cette vidéo. Une interro surprise où je vous avais posé la question de me rappeler des définitions d'hyperplan dans un cadre de K-espace vectoriel, et ce, peu importe la dimension. Et ici, on va démontrer un résultat qui est assez classique sur les hyperplans. Je pense que c'est quand même un résultat très important qu'il faut connaître pour n'importe quel étudiant de deuxième année de classe préparatoire, ou en tout cas qu'il faut au moins avoir déjà rencontré une fois, je pense, pour se sentir un peu plus à l'aise avec les définitions d'hyperplan dans un cadre de dimension infinie. Et donc l'exercice précis du jour que je vous propose est le suivant, soit cas le corps des réels ou complexe, on va considérer E muni d'une norme, un K-espace vectoriel normé, donc, et on veut montrer que tout hyperplan de E est soit fermé, soit dense dans E. Et je vous propose une jolie petite application qui est de montrer qu'une forme linéaire sur E, donc une forme linéaire ici, donc là on note E étoile, l'ensemble des formes linéaires, c'est ce qu'on appelle aussi l'espace dual. Une forme linéaire non nulle et continue sur E si et seulement si le noyau de cette forme linéaire est fermé dans E. Voilà un exercice assez classique et assez important pour bien comprendre les définitions d'hyperplan dans un cadre un petit peu plus général que la dimension finie. De plus, ça permet aussi de jouer un petit peu avec des questions topologiques, puisque là, bien sûr, je parle de fermé, et notamment dans l'application, je parle de fermé de E, sous-entendu avec la même norme, hein, bien sûr. Parce que vous devriez savoir, et je le rappelle, en dimension infinie, les normes ne sont pas forcément équivalentes, et donc, ça veut dire que les normes peuvent induire des topologies différentes. C'est ça qui fait qu'on a un abus de notation en dimension finie. Généralement, en dimension finie, on oublie très vite la norme et on dit juste que c'est un ensemble fermé, un ensemble dense, un ensemble ouvert, un ensemble connexe, blablabla, sans rappeler la topologie avec laquelle on travaille, puisqu'on on présuppose que la topologie est induite par une norme qui est donnée dans le cas espace vectoriel dans lequel on travaille de dimension finie. Donc, ça me permet aussi de dire 2-3 mots là-dessus. La topologie n'est pas forcément induite par rapport à une norme. Je vous l'apprends si vous êtes en classe préparatoire à deuxième année. Je ne vous l'apprends pas si vous le saviez déjà, mais je me permets quand même de le rappeler parce que c'est important de se souvenir que la topologie ne vient pas forcément d'une norme. C'est pas forcément lié à un espace métrique, c'est quand même important de le souligner.
Mais en classe préparatoire, bon, on a très souvent tendance à dire la topologie vient d'une norme. Donc c'est important ici de dire que oui, quand je parle d'ensemble fermé ou d'ensemble ouvert ou des choses comme ça, c'est toujours dû, enfin, ou lié à la topologie induite par rapport à la norme que j'ai posée dans l'espace en jeu. Donc là, ici, c'est par rapport à la norme que j'ai posée au-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter d'important? Bah, pas grand-chose, juste cet exercice, c'est un exercice de deuxième année de classe préparatoire. Ça, je pense que vous l'auriez deviné puisque c'est un exercice plutôt de topologie quand même, mais vraiment de topologie très légère, hein. Il n'y a pas, une énorme difficulté dans cet exercice, mais je pense que ça fait partie des exercices hyper classiques qu'il faut avoir rencontré au moins une fois, que ce soit, en classe préparatoire ou que ce soit à des niveaux un petit peu supérieurs. Je pense que c'est vraiment important de manipuler un tout petit peu, même si, on n'a pas besoin d'aller vraiment énormément plus loin sur les notions d'hyperplan en dimension infinie. Je pense que c'est quand même important de savoir manipuler ces notions-là dans un cas de dimension infinie, car ça peut arriver, à travers des exercices concours, ou même juste des exercices oraux, de se retrouver, oraux d'ailleurs, de se retrouver face à des exercices de ce type-là, où on touche de près ou de loin des notions qui sont un petit peu hors programme. Donc voilà, ça peut être un type d'exercice oral pour des gens qui préparaient peut-être le central, par exemple. Peut-être pas forcément un exercice type ENS, parce que c'est pas un exercice si difficile que ça, mais ça peut être une question qu'on pourrait poser à travers un oral de centrale. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Je pense pas. Bah, je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice et de démontrer l'application qui s'ensuit par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok. Tac. Alors on est parti pour une résolution. Et cette résolution, je vais la faire à travers les deux définitions que je vous avais rappelées dans l'interro surprise numéro 19. Alors, je vais faire un petit tableau. Et je vais vous rappeler, hein, je vais être sympa, je vais vous rappeler ces deux définitions ici. Et ces deux définitions sont équivalentes. Ça, par contre, je ne vais pas le redémontrer. L'équivalence, elle est expliquée dans l'interro surprise 19. Donc, définition 1, nous avons H hyperplan. Hyperplan, si et seulement si il existe un vecteur V de E non nul, tel que on a H et vecte de V, que je vais noter KV, donc vecte de V et H qui sont en somme directe, et que cette somme directe donne exactement E. L'autre définition, donc H est un hyperplan, c'est grâce aux formes linéaires, donc si et seulement si il existe une forme linéaire non nulle, telle que H, c'est le noyau de phi. Donc voilà, deux définitions équivalentes qui vous donnent une définition d'hyperplan dans un cadre d'espace vectoriel de n'importe quelle dimension. Les propriétés ici marchent en n'importe quelle dimension. Alors je vais d'abord vous proposer une preuve passant par la définition 1, puis ensuite une preuve passant par la définition 2. Alors commençons par une preuve dans la définition 1. Donc on a deux cas de figure, soit H est déjà fermé, donc soit on a H bar égale H, et dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Si par contre H bar n'est pas égal à H, vous savez qu'il existe un vecteur X qui doit appartenir à H bar, mais pas dans H. Donc il existe X dans H bar moins H. Donc H bar est différent de H. Je vous ferai remarquer tout de suite, parce que je pense que c'est important, que l'adhérence d'un cas espace vectoriel est un cas espace vectoriel. Donc, H bar est un KEV de E, un sous-KEV d'ailleurs de E. Donc pour le démontrer, c'est pas très difficile. Jouez juste avec les définitions de sous-espace vectoriel, enfin les caractérisations de sous-espace vectoriel, et utilisez les limites. Donc vous allez avoir, vous pouvez utiliser, oui, la caractérisation séquentielle défermée, et utiliser juste une question de ces éléments-là doivent être des limites de suite d'éléments qui sont dans H, et vous écrivez la combinaison linéaire correspondante qui va tendre vers la combinaison linéaire que vous voulez, et tout se passe bien puisque la limite se comporte bien avec les combinaisons linéaires. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. Donc je ne vais pas le réécrire, mais je l'ai dit à l'oral, voilà comment on peut démontrer que H bar est bien un K-espace vectoriel. Bien, alors maintenant que j'ai dit ça, ce que je vais chercher à démontrer, c'est que le X, il peut s'écrire, que V, peut s'écrire en fonction de X et d'un élément de H. Alors pour cela, je sais que X est quand même dans E, donc comme il est dans E, il se décompose.
Donc je sais que, on sait que, deux points, il existe hx et alpha x, deux éléments, l'un dans h, l'autre dans k, tel que je vais avoir x qui s'écrit hx plus alpha x v. Et je vous ferai noter que alpha x est non nul étant donné que x n'est pas dans h. Par conséquent, je peux en effet réécrire v en fonction de x et d'un élément de h. Je peux écrire que v, c'est donc 1 sur alpha x, moins 1 sur alpha x, h. Qu'est-ce que je viens alors de démontrer? Je viens de démontrer que v appartient à la somme directe. Alors je le dis tout de suite que c'est une somme directe. Et c'est pas difficile aussi à vérifier que c'est une somme directe. Bien évidemment, l'intersection est réduite à 0. Hein, je pense que c'est pas difficile, puisque x n'est pas dans h. Hein, donc automatiquement, le seul moyen pour qu'un multiple de x soit dans h, c'est que ce multiple soit nul. À cause de la décomposition. Enfin, ça peut être dû à la décomposition que j'ai écrite, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons assez pratiques. Je pense que c'est normalement censé être un truc assez évident. Bref, donc en effet, v est dans la somme directe. Vous savez déjà, et ça c'est très rapide, que h est aussi inclus dans la somme directe par construction. Donc par conséquent, vous savez que h plus kv, la somme directe, est incluse dans h plus kx, qui est lui-même inclus puisque h bar est un k espace vectoriel, x est dedans, h est aussi dedans, donc ça veut dire que cette somme directe est aussi dans h bar. Mais h plus kv, par hypothèse, c'est censé être tout E. Bon voilà, c'est terminé. Je viens de démontrer que E est contenu dans H bar, mais évidemment H bar était inclus dans E, donc H bar est égal à E. Et voilà, on vient de démontrer la densité souhaitée. Très bien. Alors maintenant, je vais vous démontrer, vous faire la résolution en utilisant les formes linéaires. Donc le début est exactement le même. Hein, donc ça, c'est pareil. Vraiment pareil. Donc je ne vais pas le réécrire. OK. Et puis, vous allez utiliser la forme linéaire. Donc là, vous avez un x qui est dans h bar, mais pas dans h. Donc vous savez alors que phi de x est non nul. Et grâce à ce phi de x qui est non nul, si vous vous rappelez de la preuve, ou si vous avez revu la preuve de l'équivalence entre les deux définitions, eh bien, un moyen de s'en sortir, c'est de se dire, ok, je vais prendre un vecteur de E et je vais essayer d'écrire ce vecteur de E en fonction d'un élément de H et d'un élément qui est dépendant de X, et grâce à ça, conclure. Et l'idée, c'est vraiment de dire la chose suivante. Si je prends y, un élément de E, je peux considérer y moins phi de y sur phi de x, x. Et ça, si je calcule phi sur ce truc-là, je vais obtenir 0. Donc ça veut dire que ce truc-là est bien dans le noyau de phi. Et donc, maintenant que j'ai écrit ça, j'ai alors que y s'écrit y moins phi de y sur phi de x fois x plus phi de y sur phi de x fois x. Ça, c'est un élément du noyau. Et ça, c'est un élément de kx. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que E est égal à finalement le noyau de phi inter, donc le noyau de phi qui est h, donc je peux écrire h. Hop. Donc h plus kx. Et la conclusion est la même, comme h bar est un k espace vectoriel, ce truc-là est inclus dans h bar. Et donc on conclut une nouvelle fois que h bar c'est E, et par conséquent h est bien dense dans E. Et voilà, je viens donc de vous proposer une résolution complète, passant par chacune des deux définitions que vous pouvez poser pour un hyperplan dans un cas espace vectoriel quelconque, normé bien sûr, mais quelconque, de dimension quelconque. Bien, alors maintenant je vais vous proposer une preuve de l'application et je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer l'application par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Pareil, alors l'application est un petit peu plus compliquée, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Franchement, elle n'est pas si compliquée que ça. Hop. Donc,
Alors, je vais faire application. Il y a un sens qui est évident, et ça c'est lié à un résultat de cours, mais ça pourrait être aussi évident par rapport aux hypothèses que nous avons, parce qu'en fait on pourrait très bien, donc je le dis, on pourrait très bien supposer que phi est continu, mais que le noyau est dense, et à cause de ça, bah, vous allez très vite vous rendre compte que ça voudrait dire que la forme linéaire en jeu est nulle. Donc vous allez conclure que vous allez conclure une contradiction parce que la forme n'est pas supposée nulle. Donc ça va vous dire que votre ensemble n'est pas dense, donc par conséquent il est fermé, puisque vous avez soit densité, soit le fait que l'ensemble est fermé. Donc vous pouvez vous en sortir en utilisant l'application, mais sinon c'est un résultat classique de deuxième année de classe préparatoire, de dire, donc c'est évident, de dire que si j'ai phi qui est continu sur E ici normé, à valeur sur K avec le module ou la valeur absolue suivant le corps que vous avez choisi. Et en fait, bah, ça implique que, enfin, vous avez une autre chose à dire, c'est que le singleton 0 est fermé. Dans K avec la valeur absolue ou le module. Et à cause de ça, bah, vous pouvez dire alors que le noyau de phi qui n'est rien d'autre que l'image réciproque de 0, et ça fait partie des réflexes hyper classiques de prépa. Quand vous voulez chercher à démontrer qu'un ensemble est un ensemble fermé, vous essayez, une des méthodes en tout cas classiques, si ce n'est pas juste par caractérisation séquentielle, vous essayez de démontrer que votre ensemble peut s'écrire comme image réciproque d'un ensemble fermé plus ou moins évident. Et là, bah, c'est exactement ce qui se produit ici. Là, je suis en train de dire que c'est un ensemble, c'est l'image réciproque d'un ensemble fermé par une fonction continue. Donc ça veut dire que c'est un fermé. Voilà, donc là, j'utilise la propriété de image réciproque par une fonction continue d'un fermé. Donc c'est un fermé. Très bien, je ne refais pas la preuve de ce résultat, je pense que ça fait partie des résultats hyper classiques qu'il faut connaître en classe préparatoire. Mais sinon, une autre preuve possible aurait pu de dire, bah, si j'ai phi qui vérifie la condition que je veux, le noyau, je le suppose qu'il est dense. S'il est dense, bah, ça veut dire que par continuité, l'application devrait être nulle, et vous avez alors votre contradiction. Ça veut dire, comme vous avez le choix entre fermé ou dense, bah, ça veut dire que votre ensemble est fermé. Bien, allons dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, bon, bah, supposons, et on va faire une contraposée. Supposons, supposons que phi n'est pas continu. Donc phi dans E étoile sauf 0 n'est pas continu. Donc si je suppose ça, alors ça veut dire, hein, d'après la définition, qu'il existe une suite xn, donc là j'utilise la caractérisation séquentielle, une suite xn de E telle que la suite xn tend vers x quand n tend vers l'infini, et vous avez que phi de xn tend vers phi de x. Enfin, ne tend pas, d'ailleurs. Ne tend pas, pardon. Ne tend pas, parce que si ça tendait, ça voudrait dire qu'il y a la continuité. Donc là, justement, pour vous dire qu'il n'y a pas continuité, il faut qu'il existe une suite qui vérifie cette propriété-là. Et bah, vous pouvez utiliser la linéarité de phi pour vous ramener à 0. Ça veut dire qu'il existe une suite yn telle que vous avez yn qui tend vers 0, mais phi de yn qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Hein, là, le petit changement de variable, c'est yn égale bien sûr xn moins x par exemple. Voilà, pose aucun problème. Alors le problème dans ce que je viens d'écrire, si on veut essayer de contredire le fait que le noyau est fermé, c'est que les yn, vous ne savez pas si ce sont des éléments de ce noyau. Vous ne le savez pas. Donc l'idée, c'est de faire une petite manipulation pour se ramener à une suite d'éléments qui est dans le noyau. Et cette petite manipulation, on va la faire exactement comme on a fait dans la preuve de l'interro surprise 19, mais également comme on l'a fait dans la deuxième définition qu'on a utilisée d'hyperplan. Et grâce à ça, bah, on va pouvoir s'en sortir. Donc en effet, ici, à cause du fait que phi de yn ne tend pas vers 0, vous avez
vous avez, pour n'importe quelle constante, donc on peut poser une constante strictement positive, soit... ouais, non, on va dire plutôt ça, parce que ça va pas marcher pour n'importe quelle constante. Donc il existe une constante K positif, telle que pour n'importe quel... bon, ce cas-là, vous pouvez le définir... ouais, vous pouvez le définir... Ouais, c'est un peu difficile à dire comme valeur à proposer, mais c'est pas grave. Oui, vous pouvez prendre la limite, ouais. Bah non, elle n'a pas forcément de limite, cette suite. Bon, bref, en tout cas, vous pouvez assurer, puisque vous tendez pas vers 0, vous pouvez assurer que le module de ce truc-là est forcément plus grand qu'une certaine constante K, juste en contredisant le fait que ça tend vers 0. Voilà. Parce que normalement, je devrais dire pour tout epsilon positif, il existe, blablabla, bla, 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 et là, j'écris juste le contraire de ce que ça veut dire tendre vers 0. Donc là, au lieu de dire il existe epsilon, là, je vais l'appeler K, ma constante, mais enfin, au lieu de dire pour tout epsilon, je devrais dire il existe epsilon, et l'epsilon, je choisis ici K à la place de epsilon. Donc, il existe là, tel que je fasse pas de bêtises. Donc, normalement, ce que je dois pouvoir dire, parce que comme cette chose-là tend pas vers 0, je suis en train de bugger tout seul, je pense que normalement ça ne doit pas être si difficile, mais il existe K tel que, donc normalement il va exister un entier grand N, tel que pour tout N plus grand que grand N, on doit avoir le module de YN qui doit être plus grand ou égal à K. Est-ce que c'est ça que je devais écrire? Peut-être que c'est pas tout à fait ça. Donc là, je suis peut-être en train de me rendre compte qu'il y a une petite douille là. Alors, on va la faire tranquille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas tendre vers 0? Donc, ça veut dire que pour tout, donc à la place de pour tout epsilon, je dois dire il existe epsilon positif, tel que pour n'importe quel, normalement, je dois dire il existe un grand N. Donc, pour n'importe quel grand N plus grand que 0, il existe un petit n plus grand que 0, tel que parce que j'ai pas envie que vous ayez l'impression que je vous douille. En fait, ce que j'ai écrit était correct, mais juste je me permets de faire attention à ce que je vais écrire là. Donc x tel que bah, du coup je dois avoir la valeur absolue de yn qui doit être supérieure à cet epsilon. Donc j'aimerais vous montrer juste que ce que j'avais écrit en fait était bien correct. C'est juste qu'il y a une petite subtilité quand même à laquelle il faut faire attention. Donc ce que je viens d'écrire là, c'est le contraire de tendre vers 0. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fixé un epsilon, vous pouvez trouver une infinité de n entiers naturels tels que phi de yn est supérieur ou égal à epsilon. Parce qu'il vous suffit de prendre, donc si vous prenez un certain grand n, disons commençons par grand n égale 0, vous pouvez trouver le premier indice pour lequel c'est vrai, puis vous prenez grand n plus grand que l'indice que vous avez ici, strictement, vous allez trouver un deuxième indice, etc., etc. Donc ça vous dit qu'il existe une infinité d'éléments n, d'indices n, tels que ceci est vrai. Et donc, quitte à prendre une sous-suite, voilà la petite subtilité, quitte à prendre une sous-suite de yn, on peut alors supposer qu'en effet, pour epsilon positif strict, il existe un grand n supérieur ou égal à 0, tel que pour tout n supérieur ou égal à 0, enfin supérieur ou égal à grand n, vous avez phi de yn en module, voire même, je n'ai même pas besoin de dire qu'il existe un grand n, je pourrais même oublier qu'il existe un grand n en prenant la sous-suite, mais c'est pas grave, tel que ceci est plus grand que epsilon. Voilà. Donc là, la petite subtilité, c'est de penser à remarquer que ce truc-là vous dit qu'il y a une infinité d'indices n tel que ce truc-là est vérifié, et en prenant une sous-suite, vous pouvez alors affirmer la chose suivante. Je ne vais pas écrire que j'ai pris une sous-suite maintenant, je vais juste supposer qu'on aurait pris une sous-suite, quitte à changer un petit peu ce que j'ai écrit là. Hop, très bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, voyons ce que cela va induire. Donc, comme j'ai dit, grâce à cette sous-suite, on va pouvoir maintenant s'amuser à construire. Je vois que j'ai oublié de mettre des modules. Hop. On va pouvoir s'amuser à construire une sous-suite d'éléments, enfin une suite d'éléments qui est dans H, qui ne tend pas vers un élément qui est dans H. Et donc, bah, c'est ce que je vais faire maintenant. Soit
Et pour le faire, bah, je vais prendre un élément quelconque tel que son image est non nulle, donc soit V, un élément de E tel que phi de V est non nul. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, je vais poser la suite Vn comme étant V. Et là, c'est là où je vais utiliser la technique précédente. Donc, c'est-à-dire que je vais faire exactement la soustraction phi de V sur phi de Yn fois Yn. Ce truc-là, je peux assurer que c'est un élément de H, exactement comme on l'a fait précédemment, comme on l'a fait dans l'interro surprise, enfin bref, pas mal de cas de figure dans lesquels on a déjà vu cette formule. Et donc, bah, ce truc-là est bien dans H par construction. Et maintenant, si je regarde la norme de Vn moins V, je me rends compte que ça va être égal à module de phi de V sur module de phi de Yn fois la norme de Yn. Et bah, le module de Yn, je sais qu'il est plus grand ou égal à epsilon, donc l'inverse sera plus petit ou égal à 1 sur epsilon, donc ça je suis content. Et bah, phi de v est fixé, donc ça veut dire qu'il existe une constante, telle que pour tout n supérieur à grand n, je vais avoir constante fois norme de Yn. Et bah, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? J'ai en effet une suite d'éléments dans H, telle que bah, Vn tend vers V qui n'est pas dans H. Ce qui veut dire que le noyau de H, enfin, le noyau de phi n'est pas fermé. Et donc en particulier, il est dense. Et bah, c'est terminé. Donc bah, je viens de démontrer la contraposée de la propriété que je voulais démontrer. Donc je viens bien de démontrer que si K phi est fermé, alors la forme linéaire non nulle est continue. Et ceci donc conclut l'application. Bon, c'est pas tout à fait une application, mais quand même, en fait, ce qui est sous-jacent, c'est quand même le même genre d'idée que ce que nous avons utilisé pour démontrer cette propriété-là. Vous voyez que, dans un sens, bon, c'est relativement évident parce qu'on utilise une propriété connue de classe préparatoire, mais dans l'autre sens, bah, on utilise une manipulation assez élémentaire, alors à condition de bien faire attention là sur le fait qu'il faut prendre une sous-suite de façon à ce qu'on est sûr que le module de Yn est toujours plus grand ou égal à un certain module, à une certaine valeur de module. Mais une fois qu'on a assuré ça, eh bien, en fait, la manipulation est très similaire à ce qu'on a fait précédemment pour pouvoir construire une sous-suite, enfin une suite d'éléments qui est dans H, mais qui malheureusement ne tend pas vers un élément qui est dans H. Et voilà. Je pourrais vous proposer une application, et je vais peut-être le faire, mais je vais peut-être pas le faire en entier, parce que bon, c'est une application peut-être qu'on a déjà vu un petit peu dans d'autres exercices. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai en description. Je pense que c'est un exercice qu'on avait déjà vu. Donc un petit exemple, si je propose de travailler avec l'espace E de l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 vers R, la valeur réelle, et si je propose comme norme la norme induite par le produit scalaire sur cet espace-là avec les intégrales, donc c'est-à-dire c'est l'intégrale de 0 à 1 de ma fonction au carré dx, et tout ça sous une racine. Voilà. Donc si je considère la norme comme étant la norme associée à un certain produit scalaire, eh bien on peut montrer que l'application qui a f associe f de 0, qui est une forme linéaire, alors ça c'est pas très difficile, c'est l'évaluation de 0, cette application-là n'est pas continue sur E avec la norme. Mais par contre, si vous changez de norme, peut-être que l'application pourrait devenir continue. Mais en tout cas, pour la norme que je viens de poser là, l'application n'est pas continue. Et il y a plusieurs raisons à ça. Vous pouvez très bien soit construire explicitement une suite de fonctions qui vérifie ce que vous voulez. Et donc, bah, par exemple, si on réfléchit un petit peu, je pourrais très bien avoir hop, la fonction qui est toujours égale à 1. Donc, peut-être que je vais mettre une autre couleur, juste pour que ce soit plus facile à suivre. Clac. Donc si je dessine en rouge la fonction que je veux considérer, donc ça c'est la fonction, je vais l'appeler g de x égale 1,
pour tout x, ok. Et si je fais une suite de fonctions où je pars de 0 ici, je fais une droite ici par rapport à, disons, 1 sur n, comme ceci. Donc 1 sur n et là je suis à 0. Et puis après, j'égalise par rapport à la fonction g que j'ai. Donc ça, c'est une suite fn, par exemple. Vous pourrez vérifier que la suite fn, elle est bien dans le noyau de l'application. Donc si je l'appelle phi cette application, on peut se rendre compte que fn est bien un élément de ker de phi pour tout n. Et vous pouvez vous rendre compte aussi que, alors là c'est juste un jeu de calcul d'aire de triangle, vous pouvez vous rendre compte que la norme que vous êtes en train de calculer, alors c'est pas tout à fait l'aire d'un triangle parce qu'il y a quand même une question de carré à laquelle il faut faire attention, mais c'est quand même pas quelque chose de si difficile à voir, il faut juste peut-être trouver l'expression de la fonction qui est ici. Et la fonction qui est ici, c'est une fonction affine, vous connaissez, donc même, c'est même une application linéaire, et donc c'est juste n fois x, je pense, c'est tout simplement ça. Donc ça, c'est n fois x sur l'intervalle 0, 1 sur n, puis après, tout le reste, c'est 0. Donc la norme de g moins fn, ça va être la racine carrée de l'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1 sur n d'ailleurs, de, que je fasse pas de bêtises, nx, enfin c'est 1 moins nx d'ailleurs. Bon, après c'est la même chose, hein, que je fasse nx ou 1 moins nx, en vrai c'est la même chose, mais c'est pas grave. 1 moins nx, je vais faire quand même comme je l'ai écrit, au carré dx. Et si je fais le petit changement de variable x, enfin 1 moins n, 1 sur n moins x, si je fais ce changement de variable, on voit qu'en effet c'est la même chose que calculer nx, mais bon, c'est pas... On va pas faire ça, on va juste se contenter de calculer cette intégrale-là qui est pas si difficile que ça. Donc si j'ai ce truc-là, là je fais une primitive et je me retrouve avec racine de primitive de ce truc-là, ça va être, que je fasse pas de bêtises, 1 moins nx au cube. Et là, il faut faire attention, on va avoir un 3 qui apparaît en bas, parce que c'est x au cube et je fais une primitive, mais aussi un moins n. Donc on a moins 3n en fait qui va apparaître comme primitive à calculer en 0 et en 1 sur n. Notamment c'est en 1 sur n, c'est en 0 qui va nous intéresser parce que 1 sur n ça fait 0. Donc en 0 ça va faire, et le moins va disparaître évidemment. Donc on va se retrouver avec racine de, donc si je calcule en 0, j'ai 1 sur 3n tout simplement. Et vous voyez que ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc voilà, c'est gagné. Je viens de démontrer que ma suite de fonctions fn tend bien vers g. Et pourtant, g n'est pas dans le noyau. Donc g n'est pas dans quart de phi, puisque phi de g, c'est 1. Donc voilà, c'est terminé. Je viens de démontrer que le noyau n'est pas fermé. N'est pas fermé. Et donc ça veut dire qu'en effet, phi n'est pas continu par rapport à ce que je viens de démontrer. Dans E, avec la norme posée. Bon, finalement, je suis rentré dans le détail, mais c'est pas grave. Je suis rentré dans le détail parce qu'en fait, la preuve que je vous propose ici est quand même un peu différente d'une autre preuve qu'on avait peut-être déjà vue sur cette question de forme linéaire. En tout cas, on n'avait pas étudié la forme linéaire directement en tant que telle, mais on avait vu quelque chose en lien avec cette forme linéaire, notamment les applications qui s'annulaient en 0. Et je crois qu'il y a un exercice dans lequel on avait calculé l'orthogonale de l'hyperplan donné par cette chose-là, et l'orthogonale de cet hyperplan, c'était 0. Et si l'orthogonale d'un hyperplan c'est 0, ça veut dire que l'hyperplan est dense. Voilà. Et ça peut être aussi une conséquence. Si vous avez un espace préhibértien cette fois-ci, donc il faut un produit scalaire, si vous avez un espace préhibértien dans lequel vous considérez un hyperplan et que l'orthogonale de l'hyperplan c'est malheureusement réduit à 0, alors ça veut dire que l'hyperplan est dense, ça ne peut pas être enfermé. Et voilà, ça peut être aussi une autre façon de démontrer que cette application-là n'est pas continue. C'est ce à quoi j'étais en train de penser quand je commençais à me dire je vais peut-être pas faire tout le détail. Mais finalement, je vous ai fait un détail parce que je me suis dit, en fait, je suis en train vraiment de vous donner un exemple concret pour vous montrer que oui, cette application-là n'est pas continue. Et là, je vous ai donné carrément une suite d'éléments qui étaient dans H, donc dans l'hyperplan donné par le noyau, mais qui malheureusement tend vers un élément qui n'est pas dans le noyau.
Donc voilà, ça permet de bien mettre, de bien vous exhiber un exemple important, pour vous dire: «Bah voilà, cette application-là n'est pas continue par rapport à ce qu'on a démontré dans l'application». Est-ce que j'ai autre chose à dire avant que je commence à me répéter? Je pense pas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!